Bon début de semaine tout le monde, bienvenue dans Toute Liberté avec Joey Aubé, avec notre doc Karim El Ayoubi. Ben non, imaginez-vous donc, c'est une petite émission spéciale. On parlera pas de santé aujourd'hui. On va parler un peu, c'est semi-relié au conflit israélo versus le Hamas. C'est plus relié vers le Liban, parce que pour ceux qui ne savent pas, bien que Karim est un bleuet pur et dur, son père est d'origine libanaise, donc il voulait quand même qu'on parle de ce sujet-là sous un autre angle que ce qu'on a abordé dans les Yen et Frank pour ceux qui nous ont suivis. Donc, on parlait du Hezbollah et principalement tous les liens reliés à ça, l'historique relié au Liban et bien sûr Israël. Donc, on en parle ce matin En toute liberté. Salut Karim. Hey, salut Joey. Ouais, fait que là, on met la santé de côté puis on se met en mode politique internationale, Moyen-Orient ce matin. Ouais, exactement. L'actualité en santé en ce moment est pas très extraordinaire. Je pense il va en avoir beaucoup plus parce que Christian Dubé va sortir encore des étapes de son plan santé. Il a parlé un En peu de mammouth. maison. Pardon? Son plan mammouth. Exactement, son plan mammouth, il va en sortir encore plus. Donc, on va avoir la chance de critiquer M. Dubé puis d'apporter aussi des solutions parce que moi, je vais sortir prochainement avec des nouvelles solutions. Mais je me suis dit, bon, cette semaine, on va laisser M. Dubé tranquille. Puis, pourquoi je voulais qu'on parle de ça, Joey, c'est parce que, tu sais, moi, un de mes dadas dans la vie, tu sais, il y a toutes sortes de choses qui nous donnent du plaisir. Là. Moi, c'est de faire des lectures de géopolitique, OK? Tu sais, il y a des. Cha- Chacun ses goûts. Tu vas peut-être dire que je suis un peu geek, mais oui. Puis, comme tu avais présenté, moi, je suis moitié libanais, mais je suis né ici. Puis, le but là, de la chronique ici, c'est clairement pas de revenir sur toutes les barbaries, les horreurs ultra dégueulasses. Je pense que ça, je veux dire, on en a soupé dans le sens que c'est tellement ignoble que moi, c'est vraiment pas cet angle-là que je veux donner. Mais j'ai regardé là, un peu la couverture dans les différents médias. Puis si on regarde, par exemple, particulièrement les médias, nos médias ici, et aussi différents podcasts dans les derniers temps, je trouve qu'il y a un petit peu un angle mort. On parle constamment, on dit, bon, parce que rappelons-nous là, la fameuse carte, là, je pense que la majorité des auditeurs de Yann et Frank l'ont vu pas mal, la carte, je veux dire, d'Israël, de Cisjordanie, de Gaza, avec la frontière sud à l'Égypte, mais il y a cette fameuse frontière nord avec le Liban, et on parle toujours, est-ce que le Hezbollah va attaquer? Est-ce que le Liban va s'en mêler? Etc., etc. Et je trouve que ça n'a pas été nécessairement très décortiqué. Puis aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est de regarder un peu, c'est quoi cette entité un peu bizarre au Liban qui s'appelle le Hezbollah, qu'on entend parler? C'est quoi la puissance de frappe exactement du Hezbollah? C'est quoi, ça vient d'où sa création exactement? C'est quoi ses liens avec l'Iran? C'est quoi ses liens avec la Syrie? C'est quoi ses liens avec le Hamas? Sa Ben, confession. pour le bénéfice de nos auditeurs, excuse-moi de te couper, Karim, on va faire. Parce que ça paraît con, mais même moi, il faut que je me refasse un petit bout. Je n'étais pas pire en géographie au secondaire, mais quand même, c'est bon à situer pour les gens qui se disent OK, le Absolument. Liban. Super de bonne idée, Joey. Oui, c'est vrai parce que je le tenais pour acquis parce que moi, je l'ai vu là, depuis que j'ai 8 ans, cette carte-là, mais en effet, ça peut être intéressant de la remonter. Je te Donc, laisse aller. pour ceux qui ne savent pas, mettons, je ne sais pas si vous voyez un peu ma souris, Israël commence à partir du haut ici. Et c'est assez surprenant, mais une bonne partie de ce qu'on considérait Israël, en fait partie de ce qu'on appelle la Cisjordanie, ce qui est une autre nation, et la fameuse bande de Gaza, que ça se tape dessus depuis au moins une semaine, ou du moins c'est ce bout de terre ici, près de la frontière égyptienne qui est là, et le restant de l'Israël est là. Et le Liban se trouve à être au nord, en fait, la frontière nord d'Israël, qui longe bien évidemment la Méditerranée avec sa capitale Beyrouth, qui longe également par la Syrie et par la suite, bien sûr, Irak, Iran et tout ça. Donc, c'est une bonne partie. Ça remet un peu en place également dans le. Un peu ça remet les pays en perspective, on peut dire, au niveau du Moyen-Orient, puis où sont les principales joueurs, on peut dire comme ça. Absolument, super, bien, je suis tout à fait d'accord de montrer ça. Bonne démonstration géographique ici. Maintenant, je vais vous faire un petit historique très rapidement. C'est quoi le Liban exactement comme pays?
comme tu l'as montré, tu l'as bien placé géographiquement, un tout petit pays. Tu peux faire le Liban presque au complet dans une journée en auto. Okay? Moi, j'ai voyagé à peu près, je dirais, une vingtaine de fois au Moyen-Orient. Et donc, je connais quand même très bien le Liban. Là, je l'ai voyagé au complet. Je suis allé également en Jordanie, qui n'a pas de frontière avec le Liban, mais qui a une frontière avec Israël, dont la Cisjordanie. Et donc, regardons un petit peu c'est quoi ce pays-là, le Liban. Le Liban, c'est un pays qui partage essentiellement deux frontières terrestres, donc une frontière de 375 kilomètres au nord avec la Syrie. On va revenir un peu tout à l'heure sur le conflit entre le Liban et pas la Syrie elle-même, mais Daesh, OK? Et l'importance relative que le Hezbollah a eue dans cette guerre-là, on va y revenir un petit peu plus tard, et qui a une frontière de 79 kilomètres au sud, une toute petite frontière avec Israël. Ce qui est assez intéressant, si on a des auditeurs de Yann et Frank qui sont déjà allés au Liban ou s'ils vont y aller, et s'il y en a qui vont y aller dans le futur, c'est pas le bon moment tout de suite, là, je vous le dis. Là, OK? Avec la crise économique, vous allez avoir de la misère à avoir de l'essence probablement. Mais quand vous voyez cette frontière-là, tu as l'impression qu'il n'y a pas de frontière en réalité. Tu es là, tu regardes, puis il y a une certaine zone tampon qui est contrôlée par les Nations Unies, okay, qui est une zone ni libanaise ni israélienne. Mais c'est tellement proche la frontière et tu peux tellement te rendre proche d'Israël que ton cellulaire, quand tu arrives, il te dit bienvenue en Israël, même si tu es encore au Liban. C'est proche à ce moment-là et tu as l'impression, essaye-le pas, ça va mal se finir, mais tu as l'impression que tu peux marcher facilement de l'autre côté. Tu n'as pas un gros mur, tu ne vois pas plein de tanks partout, tu ne vois pas, je veux dire, il y en a, c'est sûr, de cachés à quelque part, mais tu as l'impression vraiment là, que tu peux marcher très facilement, aller faire ton jogging, tu vas te ramasser en Israël du Liban. C'est assez impressionnant. Et donc, c'est un petit peu ça là, au niveau des frontières. Maintenant, c'est un pays qui a été créé en 1920. Pourquoi en 1920? C'est suite à la Première Guerre mondiale. On se souvient, les territoires de cette région du Moyen-Orient étaient occupés par l'Empire ottoman à cette époque, l'époque pré-Première Guerre mondiale, pendant des siècles, par l'Empire ottoman, aujourd'hui qu'on appelle la Turquie. Suite au démantèlement de l'Empire ottoman, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la France, ce qui explique pourquoi la seconde langue au Liban et même avant la première langue était le français, officiellement dans les institutions. C'est parce que la France a été mandatée par la Société des Nations suite à la Seconde Guerre mondiale pour gérer un peu et reconstituer les territoires de l'Empire ottoman puis mettre de l'ordre dans tout ça. Pour ceux qui ne savent pas, la Société des Nations, c'était l'ancêtre de l'ONU avant que l'ONU soit quelque chose d'officiel. Tout à fait. Absolument. Et donc, la France, à partir de ce moment-là, ils ont rabouté certains. Puis c'est pour ça que quand on regarde les frontières, ce n'est pas vraiment des frontières géographiques. Il y a comme une ligne qui est tracée à quelque part. Tu dis que ce n'est pas des frontières naturelles comme beaucoup d'autres pays. Ça a été des frontières qui ont été délimitées par la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, sous l'égide de la France. Et donc, le Liban a été sous occupation française. Ça a été une colonie française jusqu'en 1943, de 1920 à 1943. À partir de 1943, la date à laquelle le Liban a eu officiellement son indépendance. Les troupes militaires et françaises et britanniques sont parties en 46-47, mais a eu officiellement sur papier son indépendance comme pays souverain en 1943. Sa première constitution date de 1926. Donc, c'est ça pour le Liban, sa création. Il faut rappeler, le Liban, avant la catastrophe là, qui arrive à l'heure actuelle sur le plan économique, avant la guerre civile qu'on va avoir le temps de parler un petit peu tout à l'heure, c'était considéré, on appelait ça la Suisse du Moyen-Orient. Pour quelle raison? En raison de sa puissance financière. C'est un pays qui était très riche. Il y avait beaucoup de banques, beaucoup d'abris fiscaux aussi également. C'est pour ça qu'on l'appelait la Suisse du Moyen-Orient. C'était très stable. Est-ce que c'était un des premiers paradis fiscaux, entre guillemets, avant bien sûr les compagnies numéros et la technologie bancaire moderne, mais à une certaine époque, c'était celui-là que les grandes puissances allaient cacher leur argent? Oui, est-ce que c'était une des premières? Je te dirais, je ne suis pas assez calé en histoire de l'économie pour ça, mais c'était en effet un endroit où est-ce que tu avais beaucoup de richissimes sur la planète, des grandes compagnies
qui allaient cacher leur argent, entre guillemets, un peu comme en Suisse en ce moment. Ça me surprend aucunement parce que si on le voit, on vous l'avait vu sur la carte, c'est sur le bord de la Méditerranée, puis dans le coin comme Beyrouth ou proche de Tripoli ou de Tyr anciennement, c'était des anciennes colonies phéniciennes, et on date de longtemps, là, quasiment Absolument. à l'époque de l'Antiquité, puis ça roulait à plein nez, le transport de commerce qu'il y avait là, Tout puis à fait. c'était des ports extrêmement riches en termes qui commerçaient avec tout le monde tout le long de la Méditerranée, donc je suis pas aucunement surpris que même encore à cette époque-là, c'était encore très. Il y avait beaucoup de commerce et beaucoup d'argent qui transigeait par là. Oui, c'est ça. Puis j'aime bien la parenthèse que tu as faite parce que c'est vrai, il y a c'est pour ça que tu vas avoir, par exemple, quelqu'un comme moi, il y a de multiples civilisations qui sont passées là. C'est pour ça que moi, les gens me regardent, j'ai l'air zéro. Là, j'ai peut-être le teint le plus pâle de l'histoire du Québec, là, avec les yeux clairs, les cheveux un peu blancs. Tu as quand même beaucoup de phénotypes différents au Liban. C'est pas en raison de multiples civilisations, dont les Grecs avec Alexandre le Grand, l'occupation perse, etc. Et qui étaient puis ta parenthèse avec les Phéniciens, c'est tout à fait pertinent. Maintenant, c'est ça. Donc, grande période de prospérité entre son indépendance. Okay? Puis il faut dire quand même, les Français, il faut leur donner ça. Ils ont construit des institutions assez fortes au Liban, des universités de qualité. C'est un des endroits jusqu'à présent où est-ce que l'éducation universitaire est la meilleure au Liban. Et donc, les Français avaient construit quand même des institutions solides. Entre 1943 et le début de la guerre civile de 1975, il y a eu une grande période de prospérité économique. Maintenant, les choses se sont gâchées. Et c'est pour ça qu'il faut voir un peu le paysage politique du Liban. Et c'était quand même prévisible que sans comment je peux dire, sans l'aide de puissance internationale pour stabiliser les choses, ça allait être assez difficile parce que c'est un pays qui est multiconfessionnel, le Liban. Vous avez toutes sortes de confessions religieuses. Vous avez des musulmans sunnites, des musulmans druzes, vous avez des musulmans chiites, vous avez des chrétiens maronites, un petit peu de catholiques, un petit peu d'orthodoxes. Vous avez également des Arméniens qui avaient fui le génocide arménien qui avait immigré vers le Liban. Vous avez énormément de confessions au Liban. Et le Liban est considéré comme une démocratie parlementaire, mais très particulière. Regardez bien ça. C'est une démocratie parlementaire où est-ce que les confessions religieuses ont leur poids respectif au sein du Parlement. Vous avez le président doit être un chrétien maronite. OK? Le premier Absolument. ministre, Il peut pas être autre chose. eh bien, non, c'est ça. Ça s'arrête là. C'est comme ça. Le premier ministre doit être un musulman sunnite. OK? Et le président parlementaire, un musulman chiite. Et là, le poids, et à travers le temps, ça a créé quand même des conflits parce que les chiites se sentaient, d'une certaine façon, pas bien représentés. Et le recensement de la population ne se fait pas au Liban. Donc, ils disaient non, nous, notre poids, pourquoi nous, on a juste le président de l'équivalent du président de l'Assemblée et l'autre, mais le président, c'est un maronite, puis le premier ministre, c'est un sunnite. Donc, il s'est créé quand même certaines tensions religieuses, C'est ça. Parce que certaines tensions de pouvoir entre les diverses factions. pour ceux aussi qui connaissent pas, autant que je suis pas un expert de l'islam aucunement, mais pour ceux qui veulent savoir c'est quoi ce chiite sunnite, c'est que un peu comme dans le christianisme, que par exemple les protestants et les catholiques, les sunnites et les chiites sont deux penchants de la religion de l'islam chez les musulmans. Donc, par contre, les sunnites, c'est une très très grande majorité. C'est le courant principal de l'islam. Je te dirais que mettons, je niaiserais pas, ça serait pas 85 à 90% de tous les musulmans de la planète sont des sunnites, là. Il y a juste le 10-15% qui reste, c'est des chiites, dont l'Iran, qu'on va reparler plus tard d'ailleurs, qui est comme l'Iran et l'Irak, c'est comme les principaux pays à majorité, et aussi, bien sûr, le Liban qui en considère une grande partie, puis c'est un peu là qu'il était rendu, mais je tenais quand même à faire la petite parenthèse. Oui, très bien, c'est vrai ce que tu dis. Et tu sais, la différence entre les deux purement sur le plan théologique, c'est qu'il y en a un qui considère que je veux dire le calife, mais il n'y en a pas de calife, pour ils ne s'entendent pas. Le calife doit descendre absolument de la lignée du prophète, OK? Et d'autres considèrent qu'il ne doit pas nécessairement descendre de la lignée du prophète. Et après ça, c'est greffé toutes sortes de façons différentes un peu de pratiquer la religion. C'est dans Mais tous les principes. Aux États-Unis uniquement, il y a 30 000 dénominations chrétiennes uniquement. Là. Tu sais, ça montre qu'on change une virgule de quelque part puis on vient de créer une nouvelle dénomination. Fait que l'islam est pas mal semblable là-dessus. Exact, tout à fait raison. Et là, ce qui est intéressant, on va parler rapidement aussi de la création de l'État d'Israël,
un peu en parallèle. Donc, le Oui. Liban obtient son indépendance en 1943 et tu as l'État d'Israël qui a été constitué en 1948. Je ne sais pas toute l'histoire de ça. Ça, je pense que ça a vraiment été bien couvert durant la dernière semaine. Mais regardons, en 1948, pourquoi? Fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Holocauste, les Juifs, naturellement, avaient besoin d'un foyer national, ce qui est tout à fait légitime. Et il y a eu les Nations unies et avec l'entente de Belfort, la création de l'État d'Israël au Moyen-Orient avec cette frontière, avec le Liban 1948. Ce qu'il faut savoir, c'est que suite à la création de l'État d'Israël, il y a à peu près 150 000 réfugiés palestiniens qui sont allés au Liban. Donc, 80 étaient des musulmans, OK? Et 20 étaient des chrétiens. Les Libanais ont accepté de donner la nationalité à cette époque seulement aux chrétiens. OK? Parce qu'il faut savoir que le but de la création aussi de l'État du Liban par la France désirait avoir un endroit sécuritaire et maintenir les chrétiens au Moyen-Orient, ce qui est légitime tout à fait. Mais là, il y avait quand même, et à ce moment-là, ils ont pris la décision en 1948, même si le Liban était indépendant, il y avait quand même une volonté de maintenir les chrétiens dans C'est ça, il voulait, en termes modernes, il voulait qu'il y ait encore un safe space pour les chrétiens au Moyen-Orient. Tout à fait. Et là, c'est à partir de 1948, c'est pas là que les conflits, oui, il y a eu des tensions un peu avec les réfugiés palestiniens, tout ça, mais le Liban est encore dans sa période de prospérité. Mais regardons, mais les choses ont commencé graduellement à s'envenimer. Et il y avait des tensions. Une date qui est assez repère à travers, puis là, on va regarder des dates clés, OK? Parce qu'on n'a pas 3 heures. Il y a des clans, il y a un clan qui était considéré comme plutôt pro-arabe, qui était soutenu par les Palestiniens. 1960, il s'est créé ce clan palestinien pro-arabe. Et il y a des chrétiens qui étaient irrités. Il y avait des toutes sortes de factions chrétiennes qui se sont créées à ce moment-là. Ils n'étaient pas très contents nécessairement du jeu politique qui jouait avec les Palestiniens et des tensions politiques qu'il y avait. Et là, il s'est créé des factions chrétiennes qui voulaient se tourner plutôt vers l'Occident parce qu'il y avait toujours la peur des chrétiens d'avoir un poids démographique qui diminue. Ce qui est arrivé aussi. Au début de la création du Liban, il y avait à peu près 75 à 80 de chrétiens. Maintenant, il n'y a même plus 30 il n'y a pas de recensement officiel au Liban, mais selon les démographes, il y aurait même plus. Donc, il y avait une crainte des chrétiens. Et là, les tensions ont commencé. Maintenant, regardons une autre date très repère dans l'histoire, c'est 1967. C'est quoi qui est arrivé en 1967? Ben, c'est la fameuse guerre des 6 jours. La guerre qui opposait Israël, l'Égypte, la Jordanie le Yom et Kippour. la Syrie également, qui a été gagnée par Israël. Et suite à ça, c'est là qu'Israël a occupé les territoires de Cisjordanie et de Gaza. Là, suite à ça, et là, c'est très important pour la compréhension, il y a eu une tentative de renversement du pouvoir par une faction, les Fédayins palestiniens, OK, une tentative de renversement du trône jordanien. Il y a eu une très grande, on se souvient du nom, pas mal tout le monde se souvient du nom Septembre Noir. Mais le septembre Noir, c'était la répression très féroce du trône des forces de l'ordre jordaniennes sur les Palestiniens fédayens. Suite à ça, encore plus de réfugiés palestiniens au Liban, et c'est là que ça a commencé à se gâter beaucoup. Il y a eu ce qu'on appelle là, une montée du sentiment très anti-israélien au sein des groupes palestiniens au Liban et au sein de d'autres groupes musulmans au Liban également. C'est là vraiment la montée du sentiment anti-israélien suite à cette guerre des 6 jours. C'est une date là, quand même très importante ici. Grosse répression jordanienne sur les Palestiniens. À ce moment-là, ils voulaient renverser le trône. C'est sûr que, d'un certain sens, quand tu veux renverser ces genres de régimes-là, il faut que tu t'attendes à avoir une répression. Mais là, on n'est pas dans le bien ou dans le mal, puis dire qui a tort, qui a raison. Mais historiquement parlant, ça, c'est une date quand même importante. Et là, tu as eu des montées de factions extrémistes. Et dans ces mêmes périodes-là, tu as eu la création de l'OLP, l'Organisation de la libération de la Palestine, dont le Fatah en faisait partie, et dont d'autres groupes également palestiniens. Et
tu as eu graduellement ces groupes palestiniens-là, je veux dire, et également d'autres factions libanaises de musulmanes, envoyaient de plus en plus des attaques sur Israël. OK? Et là, encore une fois, on n'est pas dans le bien, dans le mal, qui a tort, qui a raison. On explique un peu la géopolitique de ce coin-là. Et là, la situation, à un moment donné, était devenue quand même intenable pour l'armée libanaise au Liban. Parce que l'armée libanaise est une armée qui est faible, qui était faible à cette époque-là et qui est très faible encore aujourd'hui, n'avait pas la puissance de frappe, n'avait pas l'autorité pour contrôler ces groupes palestiniens et pour contrôler les factions qui devenaient plus extrémistes. Et là, tension qui monte avec Israël. Et là, donc, qu'est-ce qui arrive? Le président du Liban, M. Karameh à l'époque, a demandé la médiation de l'Égypte, ce qui a amené en 1969 ce qu'on appelle les accords du Caire. C'est quoi les accords du Caire? C'est des accords secrets qui ont été faits entre, oui, des accords secrets, là, mais après ça, il y a eu des ligues entre l'OLP, l'Organisation de la libération de la Palestine, et l'armée libanaise et le gouvernement du Liban à cette époque-là pour dire là, la situation est intenable, on ne peut plus contrôler ça, donc il y a eu la médiation de l'Égypte. Et dans ces accords-là, ce qui est intéressant, c'est que selon les ligues, selon ce qui est sorti, parce que les accords étaient secrets comme tel, ce que l'on dit, c'est que ça donnait la possibilité aux Palestiniens, fédéens, sous l'égide de l'OLP, de mener à partir du territoire libanais des opérations militaires dans le cadre de leur lutte nationale, tout en respectant la souveraineté libanaise. Ouais. C'est un peu bizarre, cette affaire-là. C'est que là, tu peux mener pour ta survie nationale à l'intérieur d'un autre pays, à l'intérieur du Liban, des actions militaires étrangères pour te protéger, mais il faut que tu respectes la souveraineté du Parlement libanais en même temps. On voit tout de suite que ça ne marche pas. Okay? Non, c'est ça, c'est tout croche. On voit tout de suite que ça ne marche pas. Et là, tu as eu énormément de tensions entre les Palestiniens et les Maronites, OK? Durant 1975 à 1982. Et c'est ça, c'est tout ce qu'on vient de dire là qui a amené au début de la guerre civile au Liban en 1975. Des groupes palestiniens, essentiellement au départ, qui ont des groupes maronites, et naturellement, les chiites, les sunnites sont entrés. C'est une guerre essentiellement là, palestino-musulmane contre des factions chrétiennes, dont la faction de l'ancien président Gemayel, qui a été assassiné par la suite, mais ça, on va en reparler. Hey, mais je t'écoute depuis tantôt, puis c'est pas que c'est aucunement intéressant, mais moi, on dit que ça prouve que ça date pas d'hier. Hein, ça s'est toujours tapé sa tête dans ce coin-là. Il y a eu des accords, tu sais, vous aimez Game of Thrones, mais c'est de la petite bière en comparaison de ce qui se passe au Moyen-Orient depuis quasiment la nuit des temps. La politique du Moyen-Orient, c'est vertigineux, c'est ultra compliqué. Ah. L'ennemi de ton ennemi n'est pas nécessairement ton ami. Là. C'est assez compliqué. Ça donne mal à la tête. Mais là, on arrive vraiment dans le vif, c'est-à-dire c'est ça qui a amené, en 1982, la situation, selon Israël, devenait intenable pour eux parce qu'ils se faisaient attaquer constamment sur la frontière nord. C'est là qu'il y a eu l'intervention d'Israël. Et c'était quoi le but de l'intervention d'Israël à ce moment-là au Liban? Lorsqu'ils sont entrés au Liban, ils sont même allés jusqu'à Beyrouth, OK? C'était je veux dire, mettre KO, d'une certaine façon, l'OLP. L'OLP. Et pour selon leur dire, leur sécurité nationale. Ce qui ressemble étrangement à ce qui se prépare en ce moment pour une autre petite région. On s'en va. We're going in. Là, donc, ça a certaines similitudes, on va dire ça comme ça. Oui, absolument. Et là, c'est ce que l'opération Israël l'avait appelé à l'époque paix en Galilée, OK? Et ils avaient fait une alliance, Israël avait fait une alliance avec les chrétiens maronites, ce qu'on appelait à l'époque les phalangistes, dont leur chef était Gemayel, qui est devenu Bachir Gemayel, qui est devenu le président du Liban par la suite, mais ça, j'y arrive. Donc, il y a eu une alliance entre Gemayel et l'Israël pour mettre pour mettre KO, là, entre guillemets, l'OLP. Ils se sont rendus jusqu'à Beyrouth. Il y a eu une entente américaine
vers la fin du mois d'août, là, je crois le 21 août, pour que l'OLP s'en aille et finalement qu'il y ait des cessez-le-feu. Il n'y a pas eu des cessez-le-feu tant que ça. Oui, l'OLP est parti, mais ce qui est arrivé suite à ça, et c'est là que le Hezbollah, cette même année-là, entre en compte. Le Hezbollah, parce que là, tu regardes l'Iran, tu avais les Américains qui s'en mêlaient de façon un peu indirecte, même ils avaient envoyé des troupes. Tu avais, l'ensemble des pays arabes autour qui étaient impliqués. Tu avais l'Égypte, tu avais la Jordanie, tout ça. Ben, l'Iran, ils se disent, ben, écoute, nous autres, on est des chiites. Nous, l'Iran, le groupe chiite qu'on représente, on veut avoir notre part du gâteau aussi et on veut bénéficier de la géopolitique à l'heure actuelle en notre faveur. Donc, ils ont créé, c'est l'Iran, la République islamique de l'Iran, ont créé le Hezbollah. C'est ça qu'on appelle le Hezbollah. C'est des Libanais, mais c'est une milice chiite libanaise qui est armée par l'Iran et qui est entraînée par les gardiens de la révolution iranienne. Les gardiens de la révolution, c'est qui? C'est ceux qui ont fait le coup d'État contre le Shah, contre le... SHAH, pour ceux qui savent, c'est non pas le chat de votre maison, c'est ça, c'est là. Exactement. Et à l'époque où est-ce que l'Iran était beaucoup plus libéral et les mœurs étaient beaucoup plus libérales sous l'égide du Shah, qui était un allié des Américains, mais il y a eu une montée contre le Shah et c'est là que l'ayatollah Khomeini, à l'époque, maintenant c'est Khamenei, mais l'ayatollah Khomeini avait pris le contrôle et créé la République islamique de l'Iran avec les gardiens de la révolution qui sont l'armée qui protège là, cette république islamique et puis qui n'est pas l'armée iranienne, ils sont plus puissants que l'armée iranienne. Là. Donc, c'est la frange des zélotes d'un côté plus, je vais dire plus extrémiste, mais vraiment comme c'est ça, là, les plus crinqués de la gang, on va dire ça comme ça. Oui, exactement, c'est en plein ça. Et là, donc c'est ça, la création de l'État du Hezbollah. Et le Hezbollah ont fait plusieurs guerres avec Israël. Là, on ne reviendra pas sur tout l'ensemble des guerres qu'ils ont fait avec... ils se sont lancés des roquettes de part et d'autre. Leur dernier gros affrontement est en 2006. Exactement. C'est ça, parce que j'avais entendu dire, excuse-moi de te couper, j'avais entendu dire que c'est ça, à toutes les fois, à moins que c'est ça, tu me corrigeras si j'ai tort, mais de ce que j'ai lu et de ce que j'ai entendu, c'est que le Hezbollah était très bien organisé, très bien armé. Si on parle de même d'équipements anti-tank, puis leur propre tank à eux autres aussi. Fait que c'est pas juste une petite gang de gars dans un pick-up Toyota qui a une mitraillette dessus. Oh non. C'est vraiment, c'est pas mal plus équipé qu'on pense, du moins l'image qu'on se fait d'une ligue militarisée du Moyen-Orient. Fait que supposément qu'ils ont, à l'origine, j'ai entendu dire que quand il y a eu la guerre de 82, Israël s'était originellement allié avec eux autres en pensant que vu que c'était une minorité, il allait les aimer. Finalement, ils l'ont regretté un petit peu. Après ça, il y a eu des affrontements dans le coin de l'an 2000 où que le Hezbollah, semblerait-il, aurait encore là, en bon français, sacré une petite volée à Israël. Puis ça a été encore une autre pareil en 2006 aussi. Fait qu'à toutes les fois, le Hezbollah, ou du moins, il n'y a pas eu de grande défaite que ça. C'est pas mal le temps Israël qui a été humilié de plus ou moins à chaque fois. Là. Il faut regarder un peu, c'est qu'il y a, comment je peux dire, le Hezbollah est une puissance régionale, là, surtout après la guerre en Syrie. Ils se sont vraiment montrés suite à leur guerre ils soutenaient le gouvernement de Bachar al-Assad et ils ont été un des éléments majeurs dans la lutte contre Daesh, là, l'État islamique. Et c'est difficile de savoir c'est quoi exactement leur puissance de frappe. Ce qu'il dit, c'est qu'il y aura à peu près, la majorité des experts s'entendent pour dire à peu près entre 120 000 et 150 000 hommes, quand même très bien entraînés. Là où il y avait eu, c'est parce que la perspective aussi d'Israël, là, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de Juifs sur la planète. Là. Il y a combien de Juifs sur la planète? Là? 15, 16, 17 millions, autour de ça environ. Donc c'est sûr que lorsqu'Israël entre en guerre, de justifier face à sa population des pertes de vie de soldats, c'est une perte de vie juive et c'est très mal vu. Là. Donc, c'est sûr qu'Israël a une armée beaucoup plus forte que le Hezbollah en soi, mais ce n'est pas dans l'intérêt d'Israël d'avoir un très grand nombre de pertes de vie. Tu comprends? Non, c'est ça, je viens de checker, c'est entre 15 et 20 millions environ. C'est ça, exactement. Donc, c'est pour ça que je vais terminer là-dessus tantôt, puis c'est pour ça que je vais dire, je ne pense pas que ça escalade énormément pour les raisons qu'on va mentionner, mais je voulais terminer en disant un peu, en expliquant c'est quoi un peu le Hezbollah. Moi, je ne suis pas un fan du Hezbollah, pas du tout. Là. C'est une organisation qui est considérée comme terroriste par les États-Unis parce que en 1983, ils avaient fait sauter
Ils avaient fait sauter une bombe. Ce que les États-Unis disent, le Hezbollah ne l'avait pas revendiqué, je crois, mais selon l'intelligence américaine, c'est le Hezbollah qui avait fait sauter une bombe au niveau à l'ambassade américaine du Liban en 83 au moment de la guerre civile. Donc, c'est considéré comme une organisation terroriste par les États-Unis d'Amérique et par le Canada également, pas par les Nations unies par contre. Sauf que la situation est très complexe. Moi, je me rappelle quand j'avais passé à peu près une quinzaine d'années sans aller au Liban, puis j'étais retourné en 2013, puis je parlais à des gens là-bas, puis je disais, c'est quoi, dans le sud du Liban, parle pas du Hezbollah, ça va mal se finir. Mais si tu es dans le nord, où est-ce que tu as une population, tu as quand même plus de chrétiens et les musulmans sont sunnites, tu peux ouvrir la question un peu plus, puis dire, qu'est-ce que vous foutez avec une organisation terroriste chez vous? Et là, la question est, et là, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe, OK? Là, ils vont dire, ouais, mais d'un autre côté, OK? Le Hezbollah, nous, il protège la frontière avec Israël. Et beaucoup de Libanais ont peur que s'il n'y avait pas cette force de frappe du Hezbollah à la frontière sud du Liban, donc nord d'Israël, qu'Israël pourrait envahir encore le Liban parce que l'armée libanaise n'a aucunement la possibilité de résister, même C'est pas ça. 24 heures. Là. En plus, il y a un précédent parce qu'ils l'ont déjà fait dans les années 80. Fait que ceux qui se souviennent de ça, ils se disent, ben, c'est peut-être pas les gars les plus clean de la planète, mais ils nous défendent puis ils nous coûtent pas trop cher. Fait que même s'ils sont un peu, même s'ils sont un C'est peu, un peu ça. Puis là, tu vas parler à des chrétiens qui peuvent être assez hostiles. Certains, ça dépend des communautés, puis ça dépend des gens, qui peuvent être assez hostiles au Hezbollah. Tu vas parler à des musulmans sunnites qui vont être souvent très hostiles au Hezbollah sur le plan idéologique. Mais d'un autre côté, je ne me rappelle pas d'avoir entendu quelqu'un qui disait on souhaite qu'il s'en aille. Tu comprends? Parce que là, il dit ben non, mais nous, on va se faire envahir. Il faut rappeler aussi, au moment de la guerre en Syrie, c'est-à-dire donc entre ouais. la guerre de Syrie, entre 2012 et 2018, l'armée libanaise n'était pas en mesure de protéger la frontière nord, la frontière de la Syrie. Il se serait fait manger complètement par l'État islamique. C'est le Hezbollah. Donc, il y a une entente tacite entre l'armée libanaise, c'est-à-dire l'armée libanaise contrôle ce qui se passe à l'intérieur du pays, c'est-à-dire des fusillades, des choses comme ça. Là, c'est l'armée qui arrive. Par contre, les frontières sont protégées par le Hezbollah. Donc, fait que l'armée libanaise, c'est la police, puis le Hezbollah, c'est comme le Border Protection. Là, absolument, puis les policiers font la circulation là-bas, puis les gens ne les écoutent pas. C'est-à-dire, mettons qu'il y a des coups de feu, c'est pas la police qui se rend. Là. Non, c'est ça. C'est l'armée. Là. C'est un petit peu ça. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Hezbollah a une légitimité au Parlement. Jusqu'à 2022, ils avaient une majorité de sièges au Parlement. Donc là, c'est pas juste un État dans un État. Ils font partie intégrante de l'État libanais. Tu comprends? Donc, ils ont des sièges officiels et après ça, en raison de la crise économique, le Hezbollah a quand même été très critiqué à l'intérieur du pays. Ils ont perdu en 2022 leur majorité, mais il leur demeure encore beaucoup de sièges à l'Assemblée nationale. Donc, démocratiquement parlant, le Hezbollah est plus légitime au Liban que le PCQ au Québec. Non, mais je veux dire, tu comprends un peu, là? Ça fait que la question devient très, très, très complexe. Donc, si tu dis à des Libanais organisations terroristes, ils vont dire, ouais, organisation terroriste, c'est beau de dire ça, mais il y a une légitimité au Parlement. Mais Karim, il faut comprendre que si on irait poser la question dans nos chers campus québécois, entre le PCQ et le Hezbollah, lesquels sont des plus grands enfants de cœur, ben, je pense que la majorité, je ne serais pas surpris qu'ils disent le Hezbollah. Ah, probablement. Surtout avec tout ce qu'on a vu depuis une semaine. On a même des gens de l'université Harvard qui disent à quel point c'est ça, les Palestiniens, c'est la meilleure invention depuis le pain tranché. Puis mon but, c'est pas de dire que ces gens-là, on ne mérite pas d'avoir leurs demandes ne sont pas légitimes. C'est juste qu'il y a eu beaucoup de défenses d'atrocités venant supposément de nos élites universitaires au cours des dernières semaines. Fait que c'est un peu ça. Non, mais tu caricaturises, mais je pense que tu n'es pas si loin de la vérité, honnêtement. Ah, je sais. Si tu faisais un sondage, je pense que ça irait pas plus que 50% du bord de ton affirmation. Et là, une affaire qui est intéressante ici, c'est à savoir, les gens se posent la question. Donc là, on voit un peu la complexité du Hezbollah, sa relation avec Israël. Il faut dire que dans le traité du Hezbollah de 1985, c'est écrit qu'un de ses buts, c'est, de chasser Israël des terres
des terres qu'ils appellent les terres de la Palestine. Un peu comme le Hamas, C'est dans leur ça. objectif principal, c'est de nier l'État d'Israël, puis c'est ça, de détasser de là, puis tout C'est ça. en plein ça. Puis là, on en arrive à l'avant-dernier point rapidement, c'est que les gens se posent la question, mais c'est quoi le Hezbollah et le Hamas? C'est quoi leur lien? La réponse, c'est que c'est compliqué. C'est que les deux ne sont pas des fans l'un de l'autre. Non, c'est ça. Durant la guerre de Syrie, ils étaient des opposants. Okay? Ils étaient des opposants. Le Hezbollah est de confession religieuse chiite. Le Hamas est de confession religieuse sunnite. Okay? Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Hamas luttait pour le renversement du gouvernement Assad en Syrie, Bachar al-Assad. Il luttait pour le renversement. Il était en faveur de renverser le pouvoir d'Assad. Le Hezbollah, au contraire, était en faveur de maintenir Assad au pouvoir. Donc, les deux luttaient l'un contre l'autre au niveau de la géopolitique du Proche-Orient pour maintenir les forces d'Assad au pouvoir. Le Hezbollah pour maintenir les forces d'Assad au pouvoir et le Hamas contre les forces d'Assad. Maintenant, ce qui les relie les uns, c'est donc ces frères ennemis d'une certaine façon, ou ces cousins ennemis. C'est Ce qui l'ennemi les relie commun. ensemble, c'est la lutte contre Israël, en réalité. Mais l'un peut se retourner facilement contre l'autre assez rapidement. C'est pas le grand amour, autrement dit. Ah Un non, peu comme... puis c'est tout des. Tu sais, c'est un peu que la guerre en Ukraine. Là. On est encore dans les affrontements de proxy beaucoup. Malgré que je te dirais que Hezbollah s'est rendu une coche au-dessus de la proxy. Là, ils sont capables de gérer eux-mêmes de ce que j'ai pu voir aussi. Mais c'est pour ceux qui ne savent pas, un petit peu plus au nord du Liban, dans la ville syrienne de Tartus, il y a une base russe officielle Ouais, qui est là. ouais. Parce que la Syrie est un allié officiel de la Russie et de Vladimir Poutine. Tu as de l'autre côté, en plein centre du Moyen-Orient, tu as l'Iran qui back beaucoup le Hezbollah, autant en financement qu'en militaire aussi. Tu as certains pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar et l'Émir qui sont plus sunnites, qui back le Hamas de l'autre côté. Tu as les Américains puis toute notre gang qui back Israël. Tu sais, tout le monde. On est tous des marionnettistes d'une manière ou d'une autre, là, tu sais. Fait qu'on est tous interreliés. Tu peux toujours faire le lien à une grande puissance du plus petit mouvement paramilitaire jusqu'en montant au top de la chaîne. Fait que c'est assez fascinant. Non, tout à fait. Et le point avec lequel je voulais terminer ici, c'est qu'on se pose toujours la question. Donc là, en comprenant un peu c'est quoi le Hezbollah, c'est quoi son rôle au Liban, pourquoi il est là pour rester, euh, est-ce que le Hezbollah va intervenir? Bon, c'est sûr qu'ils vont se taquiner d'un côté et de l'autre, puis qu'ils vont s'envoyer des roquettes un peu. Tu sais, pour l'image, le Hezbollah ne peut pas Parce envoyer. que, parce que c'est ça. Parce que, en fait, ce qui se passe depuis une semaine, de ce qu'on comprend, ce que beaucoup de médias parlent, c'est que tandis qu'Israël focus à vouloir vraiment aller à l'intérieur de la bande de Gaza et d'envahir Gaza, qui se trouve être beaucoup plus au sud de la frontière, au nord de la frontière, bien sûr, tu as le Liban avec le Hezbollah, et plusieurs disent que, bah, regarde, vu que l'Israël focus toute son attention d'un côté, plusieurs pensent que via l'Iran donnerait ordre à Hezbollah de traverser la frontière israélienne et d'attaquer par le nord, donc de comme starter un conflit multi à plusieurs fronts. Certains disent que non, certains disent que oui, fait que c'est pour ça que tu penses que ça Exactement. n'arrivera pas là. Moi, je pense que ça arrivera pas. Puis, tu sais, je veux dire, peut-être que ça va arriver demain matin. Puis là, tu vas. Puis là, on va se dire, bon, OK. Mais tout le monde peut se tromper, là. On s'en reprendra la semaine prochaine, Karim. Tout le monde peut se tromper au Proche-Orient. Mais pourquoi je pense que non? C'est parce que, tu sais, les deux auraient à perdre beaucoup. Okay? C'est sûr que, comme tu l'as expliqué, tu pourrais dire, oh, le Hezbollah déteste Israël, l'Iran déteste Israël. Ils pourraient vraiment en profiter pour entrer pendant que les autres sont pris à Gaza. Ben, c'est que l'armée israélienne est très puissante, OK? Et pourquoi je pense que le Hezbollah ne le fera pas? Premièrement, je ne suis pas certain que l'Iran a intérêt à le faire, parce que tu as quand même deux gros porte-avions américains qui sont dans le coin. Tu ne Ouais. veux pas. Les deux, puis on est plus dans des guerres aujourd'hui, on le voit un peu avec l'Ukraine. Les grosses puissances ne veulent pas s'affronter. L'Iran, qui n'a pas la bombe nucléaire officiellement, mais qui font, je veux dire, on ne le sait pas, puis ils pourraient peut-être l'avoir rapidement, sont backés par la Russie aussi, semi-backés par la Russie. La Tu Chine veux, aussi. exactement. Je pense que les grandes puissances ne veulent pas s'affronter l'une et l'autre. Et le Hezbollah n'a pas intérêt à le faire parce que la situation économique au Liban est catastrophique. Okay? Ça demeure un parti au Parlement. Ça pourrait être, juste pour te donner une idée, là, la livre libanaise, la dernière fois que je suis allé au Liban en 2019, $1 canadien valait à peu près, grosso modo, 1000 livres libanaises. Ça Maintenant, va? $1 canadien
vaut à peu près 75-80 000 livres libanaises. Donc, tu as une dépréciation de la monnaie totale. C'est la course au dollar américain. Si tu n'as pas de dollar américain, tu crèves à peu près. Si Hezbollah entrait en Israël et faisait vraiment une guerre très féroce comme ils ont fait en 2006, c'est sûr que tu aurais des roquettes d'Israël sur le Liban. Beyrouth pourrait être touchée. Et là, tu pourrais recréer une guerre civile à l'intérieur même du Liban parce que là, c'est la famine, c'est la pauvreté extrême. Ce serait, tu sais, à moins qu'il y ait vraiment un massacre total dans Gaza, là, il n'y aurait peut-être pas le choix d'y aller parce que. C'est ça, parce que la peur, plusieurs analystes politiques, j'ai entendu dire à l'international, disent que la seule raison pourquoi que l'Iran ou le Hezbollah ou n'importe quelle autre intervention extérieure irait de l'avant contre Israël, c'est si Israël se mettrait ce qu'on appelle la technique en anglais, la scorch earth policy, là, c'est qu'il raserait Gaza puis le transformerait en parking. Là. Ouais. Ça serait sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. Là, ce serait la seule chose que si Israël fait ça, que là, il y aurait beaucoup de chances que d'intervention étrangère, majoritairement de l'Iran, mais même je pense qu'Israël, les Iraniens se rendent compte que c'est peut-être pas. Même justement, je pense dans la fin de semaine, ils ont annoncé qu'ils donnaient plus de temps aux civils, plus au nord de la bande de Gaza d'évacuer. Donc, ils savent que c'est ça. Ils veulent pas avoir de mauvaise presse au niveau international avec des morts civiles le plus possible. Donc, Exactement. Puis ils veulent pas avoir un front avec le Hezbollah parce que du côté d'Israël, même s'ils sont plus puissants, même s'ils ont les Américains qui les backent, qui pourraient bombarder le Hezbollah, d'un autre côté, je veux dire, il y aurait des pertes très importantes. Quand on regarde, par exemple, l'affrontement en 2006, puis c'est surtout que tu ne sais pas c'est quoi exactement la force du Hezbollah exactement sur le plan technologique à l'heure actuelle. Israël s'était fait surprendre en 2006 parce qu'ils ne s'attendaient pas qu'il y ait des roquettes anti-chars. Ils pensaient que leur tank étaient blindés aux roquettes du Hezbollah, ce qu'ils se sont rendus compte qu'il n'était pas le cas en 2006. Donc maintenant, leur puissance technologique, elle est rendue où? Israël aurait des pertes quand même tactiques là, significatives. C'est pas dans l'intérêt de Netanyahou, je pense, d'aller là non plus parce que lui, sa coalition, elle est quand même assez là. C'est sûr qu'il sera pas, c'est sûr qu'il sera pas renversé parce qu'il y a une guerre à l'heure actuelle, mais je veux dire, son maintien au pouvoir est quand même très fragile. Donc, je pense que, et d'un côté et de l'autre, tant mieux, ils n'auront pas intérêt à aller plus loin. Parce que s'ils allaient plus loin, ce serait plus de morts encore. Ce serait un conflit régionalisé. Puis il n'y a personne qui veut ça. Il n'y a vraiment personne qui veut ça. Puis, en tout cas, espérons pour le reste des choses, ça, c'est pas dans notre pouvoir, malheureusement, mais espérons qu'il y a des corridors humanitaires, que les choses se règlent de façon, disons, la moins catastrophique possible, mais au Moyen-Orient, malheureusement. bien souvent aussi au Moyen-Orient, méchant jeu de mots. Moyen-Orient, souvent, c'est beaucoup, je n'allais pas dire d'attaques surprises, mais des mouvements politiques soudains. Un peu comme on l'a vu avec justement ce que la Hamas a fait il y a ça plus d'une semaine. C'est très rare que des mouvements, quand c'est vraiment justement là, tout le monde est alerté, le niveau de tension est à son comble. C'est rare que là, le monde, c'est un peu comme un jeu d'échecs, que le monde fait des moves quand tu t'y attends pas, mais quand ils te voient venir, c'est rare qu'ils font le move. En tout cas, c'est pas arrivé souvent. Fait que souvent, c'est qu'ils attendent que la poussière retombe, puis quelques années encore, puis c'est vraiment au moment que tu t'y attends pas que c'est souvent là que l'attaque ou le mouvement inattendu se produit. Donc, je vous dis pas que ça arrive, que c'est une impossibilité que ça arrive. Mais disons que historiquement, ça a pas mal toujours été comme ça. Oui, exactement. Et en ce moment, disons que c'est un peu là. Parce que quand les deux parties n'ont pas intérêt à le faire, des fois, tu as un parti qui a intérêt, l'autre n'a pas intérêt. Mais quand tu as vraiment les deux parties qui n'ont pas intérêt à le faire, c'est plutôt rassurant. Ouais, Donc là, il faudrait qu'il y ait une escalade, mais je pense pas. Je pense pas que ça arrive, mais en tout cas, on le souhaite. parce que c'est ça, parce qu'autant qu'on se dit, ce monde-là sont fous, ils veulent se tirer dessus, à un moment donné, c'est pas juste se battre pour se battre, faut qu'il y ait des. Tu te bats pour quelque chose, tu te bats pour des gains. Si le Hezbollah décide d'envahir l'Israël, mais en bout de ligne, oui, ils tuent des Israéliens, ils ont l'air contents, mais si c'est rien que ça, s'ils font rien que perdre des hommes pour perdre des hommes, en bout de ligne, c'est pas. À part pour certaines justifications politico-religieuses, il n'y a pas grand gain à faire là nécessairement, à part envoyer un statement. Là. Oui, Fait que. oui. Et les conflits au Moyen-Orient sont plus pragmatiques que les gens pourraient penser. On a tendance à penser qu'en arrière, c'est toujours des grandes idéologies religieuses. Puis, je veux dire, tu as des gens qui se font influencer.
via des idéologies religieuses pour aller commettre des actes horribles. Mais les têtes, les dirigeants sont très pragmatiques. Là. Ils ne vont pas, je veux dire, ils vont se battre plus pour des intérêts communs que pour une grande idéologie religieuse. C'est ça. Puis ils ont tellement, autant au niveau des ressources militaires qu'au niveau des ressources en général, ressources sociales, c'est tellement des nations qui ont tellement appris à gérer méticuleusement un nombre de ressources limitées. Contrairement à nous autres, qu'on est dans l'abondance, puis on peut en produire tant qu'on veut, puis envoyer 15 000 soldats là, ben oui, pourquoi pas, tu sais. Tandis que c'est ça, ils sont très minutieux dans le sens que si on fait un mot, il faut absolument qu'on soit certain que ça nous avantage ou que ça crée de quoi de positif. Sinon, c'est ça, c'est pas nécessairement, tu sais, la fameuse pièce d'échec, le pion qu'on a, c'est peut-être pas un genre de pion qu'on va pouvoir créer dans les 20 prochaines années. Fait que si on a à s'en servir, autant qu'on s'en sert de la bonne façon. Mais, ah non, c'est quand même, c'est très Bonne analyse. fascinant. Écoute, Carré, merci beaucoup. On a fait un peu plus long, mais je pense que les gens vont quand même apprécier ce début de semaine-là en toute liberté. En tout cas, c'est un petit détour géopolitique. Du moins, ça fait différent. Regarde, pas que ça m'intéresse pas de parler de santé, mais une fois de temps en temps, comme on se dit, changer un petit peu dans la routine, ça fait toujours plaisir. Fait que sinon, on se revoit la semaine prochaine. Tout à fait. Ben, merci, Joey. Bonne semaine à Plaisir. tout le monde. Bonne semaine à tout le monde. Bye.